sens dans la salle d'étudiants qui viennent vietnamiens, chinois et indiens qui sont là, donc bienvenue. Et on avait dit qu'on allait donner la parole au pays du Cotentin parce que, à propos du plan climat-énergie, une énergie importante est celle qu'on ne consomme pas, et donc la maîtrise de l'énergie. Et Morgane Gestin est dans la salle. Voilà. Est-ce que c'est... Voilà. Elle va vous parler donc de ce projet. Bonsoir à tous. Bon, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On parlait de technique et de principe, alors là on est vraiment dans le pratico-pratique, donc c'est un petit peu différent. Donc un plan climat, énergie territoriale, pour faire court, donc ça concerne déjà le territoire du Cotentin. L'objectif, c'est de mettre en place un programme d'action avec l'ensemble des acteurs du territoire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations d'énergie et pour adapter le territoire au changement climatique, puisque sur le principe, même si on réduit considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, il y aura forcément des impacts qui nous concernent également, positifs ou négatifs, tout dépend si on s'adapte correctement, et donc il faut réfléchir à ce que sera notre territoire demain et voilà, adapter le territoire au changement climatique. Donc concrètement, c'est pas une démarche du tout marginale. On arrive à quasiment 600 plans climat en France et sur notre territoire, on est 3 plans climat, donc celui du pays du Cotentin, celui du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, et puis celui de la communauté urbaine de Cherbourg. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur les actions concrètes, peut-être un petit mot. Donc on va essayer de toucher l'ensemble des activités, l'ensemble des acteurs, puisque nous consommons tous de l'énergie, donc nous avons tous des choses à faire dans ce sens-là. Donc on a des actions vers le grand public, vers les habitants. On a mis en place des permanences délocalisées de l'espace info-énergie sur le territoire, qui est un service gratuit de proximité sur un conseil aux particuliers sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie dans l'habitat. Donc ça soit consommation d'énergie, mais également énergie renouvelable. On a lancé dernièrement un défi qui s'appelle Défi Famille et Énergie Positive, qui là, et en plus de donner des conseils, c'est de faire changer les comportements au quotidien et donc de passer à l'acte. Ça c'est un point difficile, c'est-à-dire la prise de conscience, ok, je pense que là maintenant ça fait quelques temps qu'on y est, mais le passage à l'acte est encore difficile. Et puis on a des actions aussi vers les entreprises. Au mois de novembre, on a un atelier d'énergie à DCNS, en collaboration avec DCNS et la CCI, sur comment réduire ses consommations d'énergie dans le process et le bâtiment, par exemple. Voilà, je ne vais pas tout citer, mais on a quasiment 40 actions, donc c'est initié depuis 2010, et puis j'espère pour plusieurs années. Voilà, j'en remercie. Et une charte a été signée avec tous les élus pour le déployer dans toutes les communes. Voilà, ouais, et tout à fait de communes. En fait, c'est quelque chose qui se décline à toutes les échelles. Donc un plan climat, ça existe à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, départementale et à l'échelle des territoires. Et après, on ne peut pas le décliner forcément à l'échelle de toutes les communautés de communes, puisque 37 actions à l'échelle des communautés de communes, c'est difficile, elles n'ont pas toute la compétence. Mais le but, c'est qu'elles puissent se mobiliser à leur échelle, selon leurs compétences et leurs moyens. Donc il y a une convention climat qui est proposée à toutes les communautés de communes pour qu'elles s'engagent à leur échelle envers le plan climat et dans cet objectif-là. Merci. Merci beaucoup. Donc on va commencer ce moment d'échange, peut-être en donnant la parole d'abord aux jeunes, c'est-à-dire lycéens et étudiants, parce qu'après c'est peut-être encore plus difficile d'entrer dans le débat. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Si on peut préciser, en plus je pense que là je vois qu'il y a des jeunes de l'ESIX, donc il y a des spécialistes du nucléaire, peut-être certains des EMR, des enseignants aussi qui travaillent sur les EMR, donc vous aurez quoi poser demain, mais vous pouvez commencer dès ce soir. C'est un vieux qui va se lancer. On n'a pas dit jusqu'à quel âge on était jeune. J'étais à quel âge. Bon, après, je suis resté très jeune et très facétieux, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai la chance de faire partie d'une association d'aménagement de la nature, et à ce titre, j'ai participé à des réunions sur le parc de Courseulles. Et M. Bier a présenté des images monopieux des éoliennes de Courseulles, et je voudrais dire à M. Fausse que les milliers de tonnes de béton, il
n'en a plus besoin, c'est plus la peine, vous pouvez ranger votre brouette, il n'y a pas un gramme de béton pour supporter les éoliennes de Courseulles. C'est un monopieux qui est enfoncé dans la masse calcaire. C'est un monopieux d'une 50aine de mètres qui sera enfoncé sur 20 mètres. Alors, à moins que les gens du consortium nous racontent des histoires, mais je ne pense pas, je pense qu'il n'y aura pas de béton. Je parlais surtout des éoliennes d'aujourd'hui onshore. Celles-là, elles ont 5000 tonnes de béton parti. Mais écoutez, les éoliennes offshore, ce sera le premier parc français. Il n'y aura pas de béton au pied de ces éoliennes. Par contre, ils y mettront du caillou naturel. Pour effectivement, et nous, en tant qu'aménageurs de la nature, si on peut se définir, on leur a demandé éventuellement de concevoir des trous qui permettraient une sorte d'élevage de poissons. Voilà. Quand vous parlez de rendement, si on parle d'un réacteur nucléaire, on va dire que sa puissance, son énergie, elle est thermique, et que lorsqu'on transforme une énergie thermique en énergie mécanique, on est tenu par le principe de Carnot. Le principe de Carnot, il arrête à 30%. Donc il y a 70% de l'énergie thermique fournie par un réacteur qui chauffe les petits oiseaux. C'est tout, parce qu'on parlait de... sur le soleil. Les mégawatts qu'ils ont indiqués sont les mégawatts dits électriques, c'est-à-dire puissance électrique. Quand on dit 1600 mégawatts, on vient... Quand on parle de rendement, si vous parlez du rendement 20% pour une éolienne, moi je dis la transformation d'énergie thermique en énergie mécanique, c'est 30%, principe de Carnot. On réchauffe les fleuves, c'est pas grave. Bon. Sur le solaire, moi j'ai pas métro, j'ai la tribune de Lausanne. Au week-end de la Pentecôte, je ne fais pas de prosélytisme religieux surtout, mais la tribune de Lausanne disait qu'en Allemagne, le photovoltaïque avait, alors bien sûr, c'était très temporaire, c'était très pointu, mais elle avait fourni l'équivalent de 20 réacteurs de 700 MW sur la journée. J'ai pas non plus la même lecture en ce qui concerne le pic de consommation de cet hiver. L'éolien à 19h a fourni plus de 5% de l'énergie électrique. Voilà. Non, alors là je m'inscris en fond. De toute façon, tout le monde peut aller regarder sur le site, le 1,56% il est écrit. Donc, je peux prendre l'ensemble de l'Assemblée à témoin, c'est clair. On peut discuter après ce que vous voulez, mais ça, sur les chiffres, ça, c'est dire, tout le monde peut aller voir. Ce que je voulais dire justement, c'est que l'objectif de cet échange n'est surtout pas d'être d'accord entre nous, parce que c'est clair que ça ne pourra pas. Mais l'objectif, c'est justement d'ouvrir l'esprit avec des arguments, d'écouter des positions différentes, et il n'y a pas de problème, on écoute, et c'est ce qui fait la richesse de ce moment. Si on sortait tous en pensant la même chose, ce serait bien triste. Et donc je voulais vous présenter, tu t'es présenté tout à l'heure, donc Nicolas, voilà. Donc nous sommes les modérateurs du débat. Donc merci de poser des questions courtes pour que le maximum de personnes puissent poser des questions. Gisèle, Monsieur Martin... Oh, j'ai pas besoin de métro, j'ai pas une chaîne grande voix. Une question pour mon ami Chemin qui m'a fait l'honneur de me remarquer. J'ai bien noté, entre guillemets, il ne faut pas être ignorant des faits liés à... Merci. C'est ouvert là? Oui. J'ai noté, Madame Duchemin, que vous avez dit qu'il ne faut pas être ignorant des faits liés à l'extraction minière de l'uranium, faute inexcusable, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'extraction du charbon en Chine avec quelques milliers de morts tous les ans, quand ce n'est pas plusieurs dizaines de milliers? Est-ce qu'il faut également l'interdire? C'est pas mieux, c'est pas enfin, vous déplacez le débat, ça change rien. C'est pas, enfin, dans les deux cas, c'est deux solutions, deux mauvaises solutions. Voilà, c'est tout. Hein. Ben, je signale quand même que l'énergie nucléaire, d'après les chiffres de Jacques Foss, c'est 7 à 8% en temps mondial, et l'énergie du charbon, c'est à peu près 80%. Donc, mais on sait bien tout ça, mais on sait bien aussi que ça s'arrêtera et qu'il faut envisager d'autres solutions. C'est ça. Simplement envisager d'autres solutions, bravement, avec toutes les difficultés que ça provoque, parce qu'on n'a pas l'esprit de tourner dans ce sens-là. N'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure, quand 1 euro est mis enfin 10 euros pour le nucléaire et 1 euro pour le renouvelable. Je crois que c'est quand même, il faut vraiment avoir ces chiffres-là dans la tête, et
le renouvelable est forcément, les renouvelables sont forcément à la traîne, parce que depuis le temps, c'est pas du tout rentré dans les habitudes intellectuelles. Et là, on est en train peut-être d'ouvrir une nouvelle ère par rapport à ça. C'est très bien aujourd'hui. Mais bon, vous savez bien, on se respecte, mais on n'a pas les mêmes points de vue et ça fait longtemps que ça dure. Et à mon avis, c'est pas vrai que ça changera. Mais vous l'avez dit avec beaucoup d'amour, je le retiens. La deuxième question, c'était à propos de ce qu'a dit M. Xavier Lié. J'ai noté, moi, que le barrage de la Rance, y compris la maintenance, il y a un rendement d'environ 12%. Car la maintenance absorbe énormément de temps d'arrêt pour que ça fonctionne. Alors, vous avez cité rapidement pour les hydroliennes 30%. Est-ce que vous êtes sûr de ce chiffre? Parce que... Non. Je ne connais pas bien les chiffres 1 euro pour 10 euros. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là où le renouvelable par an fournit 11, peu importe l'unité, c'est les TWh, le nucléaire fournit 454. Ce qui revient à dire, et je m'en réjouis d'ailleurs, qu'on investit 4 fois plus dans le renouvelable que dans le nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je constate une chose, c'est que lorsque l'on met en présence différents acteurs du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'environnement, on est souvent dans un débat qui est passionné plutôt que rationnel. Et ma question est, existe-t-il une normalisation qui permette d'évaluer l'empreinte environnementale globale de chaque kilowatt produit? J'entends par empreinte environnementale globale celle qui part de sa conception jusqu'à son démantèlement. Les sources d'énergie sont tellement différenciées que c'est pas facile à répondre à une question. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. C'est bien dommage parce que justement, après, les choix sont des choix de société, clairement, mais au moins qu'on puisse avoir des éléments de choix. Quand on parle effectivement, on parle de kilowatts solaires, par exemple, on évoque souvent la partie d'exploitation, mais on évoque rarement sa conception ou sa fabrication. Au même titre que quand on parle du mégawatt nucléaire, on dit 0 GES, et pourtant il y a quand même quelques tonnes de gaz à effet de serre qui sont intégrés à la construction, au démantèlement. Voilà, donc on évoque rarement le cycle complet du mégawatt produit ou du kilowatt produit, donc il n'y a pas de norme qui évoque ça, à votre connaissance. C'est trop différencié en fait. Vraiment, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. C'est très difficile. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des débats, parce que selon ce que l'un ou l'autre pense, il va insister sur un aspect et non pas caché, insistera moins sur un autre aspect. Que chaque VRP défende son énergie, c'est plus chaud. C'est très difficile. Très difficile. On est bien d'accord. Oui, là-dessus, c'est difficile. Ce que je voulais, c'était juste rappeler l'évidence, c'est qu'on a la chance sur notre territoire d'être un territoire multi-énergie, avec toutes les énergies qui existent, et je dirais une terre de respect mutuel. Voilà, en termes d'énergie. Et si on peut ajouter quelque chose, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec les acteurs à la fois du monde nucléaire et à la fois du monde des énergies marines renouvelables, donc les nouvelles énergies. Je crois qu'il faut aussi se rendre compte d'une certaine réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même globalement dépendant du nucléaire. Il y a eu un premier appel d'offres dont les vainqueurs ont été nommés en avril dernier, donc sur différents parcs. Il y avait 5 parcs qui étaient proposés, finalement il n'y en a que 4 qui ont été retenus, le dernier étant infructueux, enfin déclaré comme tel. Il y a un prochain appel d'offres, pour le moment il n'y a que 2 parcs sur le prochain appel d'offres là au mois de décembre. C'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. Progressivement, on va être dans un mix énergétique. Mais c'est vrai que les autres énergies, comme vous avez pu le voir sur les différentes présentations, ont pris quand même un certain retard. Donc l'idée, c'est pas forcément de les opposer les unes aux autres. Les nouvelles énergies vont réussir petit à petit à combler leur retard progressivement, on va dire. Et de toute façon, comme l'a montré Jacques Foss, le besoin énergétique, il est clair, il est net, il est mondial. Donc c'est ces nouvelles énergies qui vont nous aider à aller de l'avant, on va dire. L'idée n'était pas de les opposer, En fait, pour répondre à votre question, notamment jusqu'au démantèlement, pour discuter avec les spécialistes de l'éolien offshore, je ne suis même pas sûr que là, à
fait ce travail de réflexion jusqu'au démantèlement. C'est-à-dire que vous avez des chiffres, des choses qui sont plutôt en off aujourd'hui, mais toutes les opérations de démantèlement avec un certain nombre d'allers-retours, notamment de navires pour aller démonter des machines, les engins de levage, tout ça, ça va puiser forcément beaucoup d'énergie, avoir une empreinte sur la planète. Ça n'a pas forcément été chiffré, c'est des choses qu'on va apprendre à gérer dans le temps. Xavier, vous le disiez tout à l'heure, on parle d'une mise en production en 2018. D'abord, ils vont essayer de produire et d'exploiter ces éoliennes-là, et ensuite, ils en viendront à la phase suivante, c'est-à-dire la maintenance et le démantèlement. Mais c'est vrai que le démantèlement, on est plus sur les années, on va dire, 2040. Hein, donc, ils ont encore quelques années pour réfléchir à optimiser à la fois la maintenance et à la fois le démantèlement. S'il vous plaît, peut-on avoir une idée du prix de revient du kilowattheure produit suivant le type d'énergie utilisée, tout en pensant, par exemple, pour le nucléaire, au démantèlement de nos usines actuelles, et pour, en ce qui concerne l'hydrolien, sachant que les engins ne peuvent tourner qu'à peu près 30% du temps. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, je voulais dire quelque chose à propos de démantèlement, parce que avant de parler de démantèlement de l'hydrolien qui n'existe encore pas en pratique, je crois qu'il serait honnête de parler du démantèlement du nucléaire qui n'est pas chiffré et qui n'est pas du tout résolu. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et je voulais attirer votre attention là-dessus, parce qu'entre le démantèlement pas du tout chiffré, le problème des déchets pas du tout réglé, ça fait, j'ose pas dire des casseroles, mais ça ressemble à des questions, on va dire des questions pas résolues, qui sont lourdes et qui sont pas du tout réglées aujourd'hui. Voilà, je voulais dire ça. Mais on peut, quand on est un territoire de liberté et de respect mutuel, on peut carrément y aller. Donc on n'a pas d'idée sur le prix de revient du kilowattheure suivant le sais type qu'on est dans d'énergie. une autre conférence, on va l'ouvrir et vous allez voir un tableau comparatif. Merci. Mais il faut le temps que vous avez le temps de poser d'autres questions. Et je sais, il y a une autre question là, entre deux. On cherche la présentation. Je vais juste donner un élément de réponse sur l'éolien et l'hydrolien. Dans l'appel d'offres, tout à fait différent. Voilà. Donc, dans votre présentation sur les énergies, il y a eu la biomasse. Vous avez montré des diapositives, une diapositive sur la biomasse. Et on n'est pas revenu dessus, mais a priori, cette biomasse ne conduit pas à de l'électricité. Ça, c'est une question. Est-ce que ça conduit à de l'électricité ou est-ce que ça conduit à des biocarburants? ah oui, parce que non, mais avec la biomasse, on va créer de la chaleur, donc la transformer en énergie électrique. Mais pourquoi simplement de l'énergie électrique et pas des biocarburants et des choses qui éviteraient justement... Neutre dans la... Il y a peut-être autrement que l'utilisation par l'électricité. Sans doute. Avant d'aller plus loin, je pense qu'au niveau du vocabulaire, biomasse et biocarburant sont des termes que nous, les environnementalistes, nous refusons carrément, parce que, comme l'a très bien montré M. Fauss, entre manger ou conduire, je crois qu'il faut choisir. Il faut conduire autrement pour continuer à manger. Et le terme de biocarburant n'est pas accepté chez nous et nous préférons de beaucoup agrocarburants. Et de toute façon, c'est en train de reculer, cette notion d'agrocarburant est en train de reculer parce qu'il ne faut pas que des territoires destinés à produire de la nourriture soient utilisés pour produire du carburant. Alors, avec les algues, évidemment, mais les algues elles-mêmes, quelle est leur origine? Quelle est leur origine? Les algues vertes qui, ma foi, pourraient très bien finir comme ça, ont une origine extrêmement contestable, et donc rien n'est simple, rien n'est simple. Voilà, on est au moins d'accord là-dessus. Oui, donc c'est ce qui existe au lieu de créer. Oui, voilà. Alors ça c'est un tableau qui figure dans mon bouquin. Les sources, c'est l'Agence internationale de l'énergie, hein, c'est pas des... Donc il y a une comparaison entre... Alors c'est mégawatts fournis entre guillemets, c'est-à-dire pas en installé là.
ça tient compte des rendements. Et puis vous avez le coût du mégawattheure, et le thermique, donc nucléaire, que vous avez pas, tient compte aussi du démantèlement, évidemment. Hein. Donc vous avez voilà, moyen de... Vous voyez qu'en gros, bon, même si on augmente un peu le thermique nucléaire, on va le trouver au niveau de l'hydraulique. L'éolien sera un peu plus cher. Alors sur l'offshore, je sais pas, je pense que peut-être là aussi, moi c'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres qu'on trouve dans la littérature. Et vous voyez que le gaz aussi est relativement économique. Hein, en économie. Le charbon et le pétrole sont plus chers. Après, ça dépend, dans le pétrole, il y a des chiffres énormes, parce que ça dépend évidemment du coût du baril. Je voulais faire un complément important parce qu'il y a l'aspect géopolitique qui rentre en ligne de compte. Par exemple, avec le gaz, il ne faut pas être dépendant de certains pays qui pourraient fermer le gaz. Et donc c'est l'aspect que devait développer Anne-Marie Virac avec la stratégie de l'Europe. Et malheureusement, toute cette dimension-là nous manque. C'est-à-dire l'évolution des pays en Europe qui sont passés, certains d'agraires à industrialisés et d'autres qui n'ont pas pris ce virage-là ou qui sont en train de le prendre. Et la stratégie de l'Europe qui ne parle pas d'une seule voix, qui ne décide pas d'être une Europe énergétique avec des tas de problèmes et de freins. Et donc c'est ça qu'elle devait nous présenter. Et elle devait aussi envoyer une présentation et elle est trop malade, elle n'a même pas pu envoyer une présentation. Donc voilà, vous serez autant frustrés que moi. Et donc ça c'est une autre comparaison, c'est le prix du kilowattheure industriel ou domestique. Alors les chiffres de l'Allemagne viennent de changer puisque vous savez que le kilowattheure vient de prendre 42% d'un coup en plus. Donc ça c'est des chiffres plus anciens. Donc c'est vrai que pour un pays, en gros, en termes industriels et autres, va avoir un mégawattheure moins cher, évidemment, est un intérêt. S'il vous plaît, qu'en est-il du recyclage des panneaux photovoltaïques? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais parce que pour l'instant, on ne se pose pas la question, mais ça va être très, très, très difficile. Très difficile. Donc, c'est déjà pas facile à élaborer. Hein. Souvent, dans les conférences, je pose la question aux gens en disant est-ce que vous savez pourquoi que nos panneaux photovoltaïques, en grande majorité, sont fabriqués en Chine? Et tout le monde me fait une réponse qui est la mauvaise réponse, c'est parce que c'est moins cher. Ça n'est pas vrai, c'est de la très haute technologie. Ce qui est moins cher en Chine, c'est quand vous avez de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Comme l'heure, évidemment, malheureusement pour eux, est moins cher que nous. Là, vous avez des grosses différences. Quand c'est de la très haute technologie, avec beaucoup d'automates, etc., des salles stériles et tout, ben, ça leur coûte aussi cher chez nous. Pourquoi donc ils viennent de là-bas? Ben, tout simplement parce que les rejets en métaux lourds dépassent toutes les normes imaginables dans l'environnement. Hein, moi aussi, je défends l'environnement là-dessus. Et donc, ben, chez nous, on dit c'est impossible, c'est inimaginable, donc on ne le fait pas. Les Chinois disent c'est impossible, c'est inimaginable, mais on crève de faim, donc on va le faire quand même. Donc le démantèlement, ça sera la même chose, c'est-à-dire que ça sera de la pollution et autres. Donc le solaire, c'est pas si propre que ça. Je peux parler du nucléaire, on a beaucoup parlé du nucléaire, mais franchement, le solaire... Existe-t-il toujours des champs, si on peut appeler comme ça, de grande surface qui pourraient être utilisés pour de l'agriculture, qui sont utilisés pour installer des panneaux photovoltaïques? Je vous en ai montré tout à l'heure. Oui. Quand vous prenez le TGV, là, vous allez à Marseille, sur le long, là, vous avez, avant, c'était des champs, hein. C'était des champs utilisés par l'agriculture, et vous avez là, pendant le schedule. Pourtant, le TGV, il roule vite, hein, il roule à 300, ça dure un bon moment, hein, où vous longez tous ces trucs-là. Là, il y en a des hectares et des hectares et des hectares. Et il n'y a pas d'autre solution pour les installer. On ne peut pas trouver d'autre solution que d'utiliser des terres agricoles. Il doit y avoir d'autres moyens de les utiliser à la verticale, de les poser à la verticale, ou je ne sais pas, enfin peut-être, non. Madame Duchemin, la réponse. Non, je n'ai pas la réponse complète, Marie-Laure. Je pense que une des réponses, c'est utiliser les bâtiments, les toits des bâtiments. Et d'une façon générale, éviter d'utiliser des surfaces agricoles ou potentiellement agricoles pour les raisons dites tout à l'heure. Alors, quant au problème de pollution engendré par les cellules, la fabrication des cellules photovoltaïques, malheureusement, je ne suis pas compétente pour répondre là-dessus. Je ne suis pas technicienne, comme chacun de ceux qui me connaissent bien le savent. Mais il y a à France Nature Environnement, là où puisque je fais partie aussi du directoire de France Nature Environnement, un grand spécialiste de l'énergie solaire qui s'appelle Alain Argenson.
Et si tu veux, je poserai la question et je te donnerai la réponse. Voilà, j'essaierai. Et puis je pourrais la transmettre à Sa Marie. publicité, Bleu Ciel, le RDF répond que dans 25 ans, ils auront la réponse. Parce que, enfin, de toute façon, je pense qu'il faut revenir par rapport à ces histoires de démantèlement et de fabrication. On ne joue pas dans la même cour. Et je répète inlassablement que le démantèlement des installations nucléaires n'est absolument pas résolu. Et je pense que de l'un et l'autre côté, je pense qu'il faut mettre en balance. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. On va bientôt... Il faut encore une fois, et Xavier l'a dit tout à l'heure, il a fait une petite blague sur les eaux chaudes du Cotentin. Il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que les modes d'alimentation énergétique dépendent aussi des zones du monde dans lequel on est. En France, si vous regardez un peu les chiffres, vous verrez qu'il y a une sur-représentation des panneaux photovoltaïques dans les dom-toms, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trop le choix par rapport à ça. Après, le mettre sur le territoire métropolitain, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Bon, ça c'est un autre débat. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein de sources énergétiques différentes, donc autant qu'on en profite, mais il y a des endroits comme Facebook, je pense, Xavier, c'est pas forcément fait pour le rat blanchard. Voilà. Donc on va peut-être prendre une dernière question parce que le temps passe très vite et on va continuer nos échanges autour d'un cocktail. Et donc on vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et je voudrais remercier toute l'équipe qui a participé à cette soirée. Donc on prend la dernière question et puis on va terminer bientôt notre échange. Oui, bonsoir, Corinne Nicolet, je suis syndicaliste et à la fois anti-nucléaire parce que je suis à la CGT, donc vous imaginez comment je peux m'engueuler avec mes camarades régulièrement. Voilà. Moi j'ai deux petites questions. D'abord, très technique, il y a eu quand même un registre des cancers qui a été ouvert dans notre région. Qu'en est-il? On en est où? Quelles sont les retombées du nucléaire dans notre région par rapport à tout ça? Voilà, je pense que les membres de la CLI doivent le savoir. Donc ça va être une question très simple. Ensuite, moi je m'interroge beaucoup par rapport à... Je vais ressortir de là en me disant, mais comment on peut me faire une fois de plus une opinion par rapport à tous ces dires contradictoires entre les intervenants? C'est ça ma question. C'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui c'est qui a raison, et qu'est-ce que je fais moi, citoyen là-dedans? Donc moi, citoyenne là-dedans, je vous le dis, moi j'ai travaillé à Flamanville à un très haut poste, puisque j'étais secrétaire, enfin pas mon poste, j'étais secrétaire du chef de la centrale, c'était il y a 20 ans. Et j'ai tapé toute la journée des rapports de fuite, des rapports de fuite, les soudures ne tiennent pas dans les centrales nucléaires. Donc j'étais tenue au secret il y a 20 ans, mais je peux vous le dire maintenant. Et qu'est-ce que les intervenants qui sont là aujourd'hui ont à me répondre quand je dis j'ai peur, monsieur Dame? Qu'est-ce que vous avez pour nous? Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. Donc la première, concernant le registre des cancers, c'était le thème de notre dernière conférence quand le nucléaire soigne. Donc tu as la réponse dans le DVD qui est là. La deuxième réponse, c'est justement si tu peux retenir qu'il y a tout le monde a été vrai, il n'y a rien eu de faux. On a tous parlé, on a eu des angles d'approche différents. Et c'est ça qui est merveilleux. Avec Anne-Marie, on sait qu'on ne sera jamais d'accord, mais on s'estime énormément, on voyage ensemble, on discute ensemble, on continue encore, juste avant l'échange, encore à discuter. Donc c'est très bien. Et alors, dire que la vérité, tu as le blanc et le noir, le jour et la nuit, et tu as besoin des deux. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une vérité, c'est très important. Et le fait que quelqu'un pense différemment, c'est merveilleux. Vraiment, c'est une chance. En musique, l'unisson est très faible. Il faut la polyphonie, la polyrythmie, il faut des blue notes, etc. Donc la richesse, c'est l'harmonie. Voilà. Bon, merci. Et donc, je vous invite à poursuivre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, c'est dans le DVD. Et on nous a invités, on pourrait éventuellement faire une autre conférence plus tard sur ce thème, on nous l'a proposé. Il y a plein de thèmes, hein. Je veux dire que maintenant qu'on est parti, on n'arrivera plus à nous arrêter. Donc merci d'être venu.